Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la stratégie de la Chine en Afrique. J'ai déjà évoqué le cas des États-Unis qui déploient là une activité commerciale et militaire accrue. Eh bien, dans le calcul des grandes puissances, en effet, le continent africain retrouve aujourd'hui un certain intérêt stratégique. Vous voyez sur cette carte les pays visités par les hauts dirigeants chinois lors de leur tournée diplomatique depuis janvier 2006. Celle du président Hu Jintao, avec notamment le Soudan, l'Afrique du Sud. Celle du Premier ministre Wen Jiabao, avec notamment l'Égypte, l'Angola, et encore une fois l'Afrique du Sud. Celle du ministre chinois des Affaires étrangères, Li Jiaoxing, avec notamment le Nigeria et le Sénégal. Soit en moins de 2 ans, la moitié des États africains qui ont été visités par les dirigeants chinois. Alors que peut bien signifier une telle frénésie de voyages officiels? D'abord, il y a les échanges commerciaux. Le montant du commerce sino-africain a été multiplié par 20 en 10 ans. Il est passé de 3 milliards de dollars en 1995 à 55 milliards de dollars en 2006. La Chine est devenue le 3e partenaire commercial de l'Afrique, derrière les États-Unis et la France, et elle est passée devant l'Italie et la Grande-Bretagne. C'est l'Afrique du Sud qui est le premier partenaire commercial de la Chine, suivi par l'Angola, le Soudan et le Nigeria. La Chine exporte vers l'Afrique des textiles et des vêtements à bas prix, des biens d'équipement, des véhicules de transport et des produits alimentaires comme le riz. En retour, elle importe des matières premières, manganèse, fer, cuivre, chrome, un minerai rare qui s'appelle le coltan, utilisé dans la production de puces de téléphones portables. Elle importe des bois durs pour les meubles et la construction, du coton aussi. 20% des importations chinoises de coton viennent du continent africain. Et puis bien sûr du pétrole. Le pétrole représente à lui seul 70% de la valeur des importations chinoises sur le continent. La Chine est aujourd'hui le 3e importateur de pétrole au monde, après les États-Unis et le Japon. Et en 2006, 30% de ces importations venaient d'Afrique, en particulier de l'Angola, qui est devenu le premier fournisseur mondial de brut de la Chine, de Guinée équatoriale, du Soudan et du Congo-Brazzaville. En plus de ces échanges commerciaux, la Chine investit directement dans la production de pétrole, et ce pour augmenter la sécurité de ses approvisionnements énergétiques. Sur cette carte, on voit les pays d'Afrique où les compagnies pétrolières chinoises détiennent des participations. Par exemple, la CN2OC, qui est spécialisée dans l'offshore, a réalisé en 2006 sur le gisement de Akpo Field, au Nigeria, son plus gros investissement jamais réalisé à l'étranger, soit près de 2,5 milliards de dollars. Pékin a aussi investi 4 milliards de dollars pour moderniser la raffinerie de Kaduna, au nord du Nigeria. Même chose pour les minerais. La Chine investit dans l'exploitation de la mine de cuivre de Chambishi, en Zambie. Elle va construire une usine d'aluminium en Égypte. Les entreprises chinoises se développent aussi dans les secteurs des télécommunications, la construction de bâtiments, de routes. La première entreprise chinoise publique de BTP a obtenu de nombreux contrats en Algérie parce que la main-d'œuvre chinoise travaille vite et qu'elle est peu coûteuse. Il y aurait au total environ 100 000 travailleurs chinois sur l'ensemble du continent africain, chiffre qui ne prend pas en compte les quelques 400 000 Chinois installés en Afrique depuis plusieurs générations et qui ont été naturalisés et qui sont donc aujourd'hui africains. Le problème, c'est que cette main-d'œuvre en provenance de Chine, qui est moins chère, entre en fait de plus en plus en concurrence avec la main-d'œuvre africaine elle-même. En résumé, on a donc une véritable vision stratégique chinoise sur ce continent. Et pourtant, l'Afrique ne représente à l'heure actuelle que 3% du total des échanges commerciaux de la Chine, ce qui est bien loin derrière l'Asie orientale, qui représente 40%, ou bien l'Union européenne, 17%, ou les États-Unis, 15% des échanges. Donc, si on veut saisir le pourquoi de l'intérêt de la Chine pour ce continent, il faut aussi se pencher sur d'autres facteurs, notamment les facteurs diplomatiques. Pour Pékin, d'abord être présent en Afrique, cela permet de limiter l'influence des États-Unis, qui, à tort ou à raison,
sont perçus comme concurrents dans l'accès aux hydrocarbures africains. Ensuite, la Chine cherche à contrer l'influence du Japon, qui recherche des alliés en Afrique pour appuyer sa candidature comme membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis enfin, la présence chinoise en Afrique cherche aussi à achever l'isolement de Taïwan sur la scène internationale. Alors c'est là une stratégie complexe et qui est à l'œuvre depuis presque 50 ans. Je vous rappelle qu'en 1949, c'est le Kuomintang, pro-occidental, installé à Taïwan, qui représente la Chine aux Nations Unies, et non pas le Parti communiste chinois, qui vient de prendre le pouvoir à Pékin en 1949. Donc les dirigeants communistes, qui sont en quête de reconnaissance internationale, vont chercher à nouer des relations diplomatiques. Ils participent à la conférence de Bandung en 1955, ils soutiennent des mouvements d'indépendance en Afrique, ils apportent une aide financière et technique à certains États. En Afrique australe, par exemple, Pékin construit à partir de 1965 le Tanzam, un chemin de fer reliant Lusaka à Dar es Salaam pour désenclaver la Zambie, nouvellement indépendante. Le but, c'est d'éviter de passer pour les exportations de minerais par la Rhodésie du Sud et l'Afrique du Sud, qui étaient des puissances ségrégationnistes. En 1971, Pékin est finalement admise à l'ONU, à la place de Taïwan, grâce, entre autres, au vote de 26 États africains. Aujourd'hui, Taïwan n'est plus reconnu que par 5 États en Afrique, Sao Tomé, le Burkina Faso, la Gambie, le Malawi, le Swaziland. L'Afrique du Sud a reconnu Pékin en 1998, après la fin du régime d'apartheid, la Centrafrique, la Guinée-Bissau, le Libéria en 2003, le Sénégal en 2005, le Tchad en 2006, et ces revirements d'alliance sont en fait très mal vécus par Taïwan, qui avait beaucoup investi dans ces pays, notamment au Sénégal. Bien, la Chine est donc de plus en plus présente sur le continent et sous diverses formes. Le problème, c'est qu'elle n'a strictement rien à faire des questions de bonne gouvernance. Elle soutient le régime de Mugabe au Zimbabwe, le régime d'Omar el-Béchir au Soudan, parce que ce pays destine près de 75% de ses exportations de pétrole à la Chine. Or, on le sait, le Soudan est ravagé par une guerre civile depuis 2003 qui oppose les populations de l'ouest du pays, au Darfour, aux forces gouvernementales de Khartoum. Le pays a enregistré plus de 300 000 morts, des centaines de milliers de déplacés et de réfugiés, et pourtant, Pékin refuse de faire pression sur Khartoum. Comme membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine s'est abstenue en 2005 lors du vote de la résolution 1591 visant à renforcer les sanctions internationales contre le Soudan. Pékin fournit même des armes et des camions militaires, ce qui permet aux dirigeants soudanais de contourner l'embargo imposé par les États-Unis. Alors une des tactiques des dirigeants chinois, c'est de mettre en avant le respect de la souveraineté des États. Et cette non-ingérence apparente est très appréciée par les régimes africains, car elle diverge de l'attitude des États-Unis ou de l'Europe. Car en faisant pression pour la bonne gouvernance, ceux-ci sont parfois taxés de néocolonialistes par les Africains. En fait, la Chine se présente aux États africains comme un pays en développement. Et cette fausse modestie lui permet d'apparaître comme si elle traitait d'égal à égal. Or, une fois qu'elle est en position de monopole d'achat pour un produit, la Chine n'hésite pas à faire baisser les prix à la vente, comme ce fut le cas d'ailleurs pour le bois gabonais. À cela s'ajoutent maintenant d'autres effets négatifs. Développement d'une certaine prostitution, de la contrefaçon. Le niveau de vie des Africains est sûrement favorisé par cet afflux de produits chinois à bas prix. Mais ces importations massives concurrencent maintenant certaines industries locales. Or, ce n'est pas compensé par des accords d'exportation de produits africains vers la Chine, et ce mécanisme ne fait qu'augmenter une fois de plus le déficit commercial du continent africain. Et bien pourtant, cette stratégie chinoise est payante et ostentatoire. Vous vous souvenez peut-être du grand forum sino-africain de novembre 2006, cette grande messe organisée à Pékin à laquelle 48 pays africains, sur un total de 53, se sont rendus. Si vous voulez approfondir cette question, je vous signale que plusieurs revues consacrent leurs numéros à ces relations entre le continent africain et la Chine. La revue Diplomatie, avec un certain nombre de cartes qui sont intéressantes.
la revue Monde Chinois, éditée par l'Institut Choiseul à l'automne 2006. Vous avez l'Atlas de l'intégration régionale, édité par le CEDEAO et le CDE, tout un numéro sur l'Afrique et la Chine. Et les éditions du Monde diplomatique publient une revue en langue allemande qui est précisément consacrée à la Chine et qui s'appelle China. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine.